Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et nous commémorons la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Et nous sommes avec Franck Coste pour en parler. Bonjour Franck Coste. Bonjour. Vous êtes vous victime du Bataclan et puis nous sommes avec Caroline Altounian. Bonjour Caroline Altounian. Bonjour. Vous êtes victime des attentats au Caire, c'était en 2009. Alors je voulais commencer avec vous, Franck Coste. Vous êtes victime du Bataclan. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé pour vous donc le 13 novembre 2015 ? Le 13 novembre 2015, donc j'étais au Bataclan. Ce qui m'est arrivé, je pense comme à toute victime de terrorisme, c'est que, alors, j'ai eu énormément de chance, je n'ai pas été blessé physiquement, mais on nous a déshumanisés. Quand vous avez des gens qui arrivent dans une salle avec l'intention de vous tuer, qui pointent, qui vous tirent dessus, la première chose, c'est qu'on vous déshumanise. Et on vous fait perdre tous vos repères, on vous détruit de l'intérieur. Et surtout, vous vous retrouvez projeté, vous, personne lambda, tout d'un coup dans un autre monde, déjà parce que ça a une répercussion internationale. Une affaire comme ça, vous vous retrouvez dans un contexte qui vous est totalement étranger, parce qu'il faut gérer l'instant, il faut gérer l'après surtout. Il faut gérer le fonds de garantie, il faut gérer aussi, mais tout simplement la vie de tous les jours. Il faut gérer la famille, parce que les enfants, parce que vous n'êtes plus le même. Toutes vos valeurs ont été mises à bas. Et après, il faut se reconstruire. Et même si là, ça va faire 9 ans, quelque part, il y a encore de la reconstruction. Alors justement, quels ont été donc l'impact sur votre psychologie quand on est victime d'attentats comme ça? Quel a été l'impact sur votre vie de ces attentats du 13 novembre? Alors déjà, faut se reconnaître, faut s'avouer victime. Faut le reconnaître, c'est important. Faut dire je suis victime. On n'avait pas le droit de me faire ça. Voilà. Déjà, il y a ça. Ça, c'est très dur. L'hypervigilance. Parce que tout d'un coup, vous avez peur, tout simplement. Normalement, ça ne doit pas arriver, ce genre de choses. Mais ça vous arrive. Donc, et vous ne le voyez pas venir. Donc, il y a cette hypervigilance. Et ensuite, après, chacun ses ressorts. Moi, personnellement, je me suis remis dans l'action tout de suite, et certainement de trop. Oui. En enchaînant projet associatif, projet artistique, je suis devenu boulimique de travail. Certainement, peut-être parce qu'il y avait peut-être un complexe du survivant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, ils m'ont pas eu, je vais en profiter. Oui, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse des choses. Non, oui, mais des choses surtout avec les gens. Des choses avec les gens. Très vite, 48 heures plus tard, avec l'aide d'une association locale et de ma municipalité, Fécondé, on a organisé un petit festival contre, justement. Il fallait une réponse, il fallait un contre. Donc on a organisé ça s'est déroulé 2 mois plus tard. Puis j'ai rejoint une asso culturelle. Et puis quelques années après, on a fait un album et on a été enregistré. J'ai enregistré une chorale de rescapés dans la fosse du Bataclan sur une chanson. Il fallait que des choses bougent. Et donc c'était important aussi parce que on le rappelle au Bataclan, donc c'était un concert de musique, de répondre donc justement à ces attentats par de la musique. Alors moi je pouvais parce que je suis musicien, je baigne là-dedans. Donc pour moi c'était l'élément principal, mais c'était surtout aussi de faire des choses avec des gens. Donc je pense à l'associatif, mais de faire un peu plus attention l'un à l'autre. De ne pas céder justement à cette peur qu'on voulait nous instiller et répondre par de la solidarité. Et tout simplement, en remettre un peu dans nos vies.
Et vous avez été aidé par l'association du Bleuet de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette association et comment elle vous a aidé à vous reconstruire? Alors, le Bleuet de France, donc, c'est un organisme d'État à la base qui a été créé en 1917 après la boucherie de Verdun et les 3 premières années de la Première Guerre mondiale pour répondre aux besoins par rapport aux besoins, enfin à la situation qu'il y avait énormément d'orphelins, donc pour soutenir ces enfants. L'action du Bleuet de France est un peu plus étendue et malheureusement s'est étendue à nos situations. Et le Bleuet de France a justement pu m'accompagner et nous accompagner. Je ne suis pas le seul, mais dans mon cas, m'accompagner dans mes projets musicaux. M'a aidé à pouvoir enregistrer un album parce que ça coûte. Et là, maintenant, m'aide à créer une structure qui vise à accompagner les tout jeunes artistes émergents. On en a tout plein qui sont arrivés après le Covid. Et donc, en ce moment, là, c'est le travail que j'accomplis grâce à eux, notamment là, en produisant un groupe justement de rescapés. Aussi, deux artistes rescapés. Un groupe d'artistes rescapés. Oui, voilà. Des attentats du Bataclan. Des attentats du 13 novembre. Oui. Du 13 novembre, oui, c'est ça. Et donc, vous êtes plusieurs, enfin, vous êtes combien dans ce groupe? Comment vous vous êtes organisés? Alors, non, eux, ils ont leur groupe. Moi, tout simplement, je les accompagne dans l'enregistrement de leur première EP. Donc, pour leur permettre, derrière, de pouvoir démarcher des lieux culturels. Donc, en fait, l'idée, c'est pouvoir mettre un peu le pied à l'étrier à des jeunes artistes qui n'ont pas encore les moyens ou les solutions pour s'enregistrer et faire diffuser et connaître leur musique. Écoutez, merci beaucoup Franck Cos pour votre témoignage. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes victime du Bataclan et donc vous avez décidé de répondre par la musique après ce traumatisme. Merci à vous. On va se tourner vers Caroline Altounian qui, elle, a été victime des attentats au Caire. C'était en 2009, mais ce sera juste après le bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Il est pile 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Bonjour Caroline Altounian. Bonjour. Alors vous avez été victime des attentats du Caire, c'était en 2009. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, alors j'étais jeune, j'avais 13 ans. Je suis partie en colonie de vacances organisée par ma ville, la ville de Levallois-Perret, avec mon frère et d'autres jeunes de 13 à 17 ans. On est parti visiter le monde, nous ouvrir, nous cultiver. Et on est rentré complètement déchiré, complètement anéanti, déchiré complètement parce que le dernier jour, sur la place du souk du Caire, une bombe a explosé au niveau de notre groupe. On a eu énormément de jeunes blessés et nous avons perdu Cécile Vanier, qui était une des jeunes filles de cette colonie. Et ça a été extrêmement difficile, à un âge aussi où on n'est pas forcément préparé. De toute façon, on n'est jamais préparé à vivre cette violence-là. Mais quand on a 13 ans et qu'on perd une camarade comme ça dans de telles circonstances, c'est notre vie qui bascule. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les revendications à ce moment-là de cet attentat? Donc, c'était au Caire en 2009, c'était un attentat islamiste. Alors, c'est bien la difficulté de notre dossier, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu 9 juges qui se sont succédés. C'est un attentat sur lequel la justice n'a pas encore fait lumière. Oui, c'est un attentat islamiste. Oui, nous avons fait le lien avec notamment le Bataclan et des individus qui étaient actifs en Égypte au moment de notre attentat et le Bataclan. Malheureusement, il n'y a pas eu de revendication de cet attentat à ce jour. Mais alors vous, comment vous aviez 13 ans à ce moment-là, comment on vit ça à 13 ans et comment on fait pour s'en sortir, enfin pour s'en remettre?
Alors, en fait, on ne vit pas ça, on survit, je dirais, dans un premier temps. C'est uniquement vraiment les mécanismes, comment dire, automatiques qui se mettent en place, que ce soit sur vraiment le post-traumatique ou sur le moment même de l'attentat. Il y a un chemin de reconstruction qui est immense parce que à cet âge-là, on n'est pas en mesure de comprendre pourquoi on a été visé comme cible, de comprendre pourquoi nous, on revient plus ou moins indemne alors que notre camarade qui était à 5 mètres, elle ne revient pas. Et c'est un chemin de reconstruction qui est extrêmement difficile, extrêmement long. Mhm. Et alors justement, vous, comment vous avez réussi à vous en sortir? Notamment, vous aussi, vous avez eu affaire au Bleuet de France, à cette association du Bleuet de France. Oui, tout à fait. Alors, déjà, j'ai eu la chance d'avoir mon frère avec moi dans cet épisode, ce qui nous a permis de se comprendre, d'avancer ensemble. Et je me suis tournée vers ce que je voulais pas qu'on m'enlève, cette envie de découverte, ce côté citoyen, cette culture. Donc, je me suis lancée dans des études assez exigeantes et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'accompagnement du Bleuet pour mes projets d'études qui sont des projets souvent onéreux. J'ai pu faire une grande école de commerce, je suis diplômée de l'ESSEC. J'aurais pas pu le faire sans le soutien du Bleuet qui a pris en charge une partie de mes frais de scolarité en plus de tout l'accompagnement périscolaire qui existe grâce à l'œuvre du Bleuet. Et c'est un témoignage que je voudrais avoir aujourd'hui, c'est l'importance en fait de l'action du Bleuet qui nous permet de devenir en fait ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous aurions été si la barbarie n'avait pas croisé notre chemin. Mhm. Alors, Caroline Altounian, donc, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 11 mars, nous commémorons la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une solidarité entre les différentes victimes de terrorisme aujourd'hui en France, qui malheureusement sont de plus en plus depuis notamment 2012 et sur le sol français? Alors, entre victimes, oui, c'est-à-dire qu'il y a, même si l'histoire des victimes est à chaque fois différente en fonction des événements qui ont pu se passer, il existe une compréhension, une connivence implicite voilà, qui se crée comme ça. Malheureusement, je pense que aujourd'hui, on a toujours un peu, d'une certaine manière, c'est un peu normal, l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis là pour en parler. Et la solidarité, en revanche, entre les Français et les victimes du terrorisme, aujourd'hui, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Quand on sait que le Bleuet de France se lève pour 25 000 bénéficiaires, alors ça comprend à la fois les militaires qui sont en OPEX, les veuves de guerre, les pupilles de la nation et les victimes du terrorisme. Il y a 25 000 bénéficiaires. On lève environ 1,2 million de fonds au niveau du Bleuet. Quand les Anglais enlèvent 170 millions, il y a réellement une difficulté dans la solidarité des Français. Merci Caroline Altounian pour votre témoignage. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été victime des attentats en 2009 et merci à vous, Franck Cos, vous étiez victime du Bataclan. Merci pour vos témoignages et bon rétablissement évidemment parce qu'on se rend compte que il y a toute une vie qui est nécessaire pour se remettre notamment de ces épisodes tragiques dans une vie humaine. Merci à tous les deux. Moi je me tourne vers Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Corentin Perini, bonjour. Alors nos auditeurs vous connaissent, vous êtes docteur en droit et auteur de ces 3 livres, L'état de droit à l'épreuve du terrorisme, Le totem de l'état de droit et Le référendum impossible, c'est aux éditions L'Artilleur aussi. Je voulais vous parler de la prise en charge des détenus terroristes islamistes, parce que donc il y a 400 individus actuellement incarcérés pour des faits de terrorisme, et il y a 477 individus qui ont été libérés depuis la mi-2018. Alors il y a toujours une menace potentielle. Comment gérer dans un état de droit ces anciens détenus pour terroristes, comment on arrive à les suivre et est-ce que l'état de droit peut les déradicaliser comme on dit?
Alors, vous savez, le problème, c'est, vous me demandez de faire un bilan, en quelque sorte, de ce qu'on a mis en place, notamment sur le suivi des détenus. En fait, c'est pas pour, je vais répondre à votre question, hein, mais je pense que plus largement, la question se pose de savoir, finalement, les Français se demandent, hein, dans le contexte terroriste, est-ce que tout a été fait? Est-ce que ça a été bien fait depuis des années? Parce qu'on a maintenant comme on dit, des retours d'expérience, et on a parlé d'énormément de choses en quelques années, du genre déradicalisation, suivi, fichage, détenus, etc. C'est des choses que les Français ont entendues. Alors, concrètement, la folie furieuse pour moi, hein, la déradicalisation, n'a jamais eu de sens. On a testé pas mal de choses. On a ouvert des centres de déradicalisation. Ça date d'il y a quelques années, hein. L'expérience, a déjà été tentée sous Manuel Valls, et ça a donné des résultats extrêmement faibles, puisque vous savez, c'était sur la base du volontariat notamment. Donc, il fallait que l'individu ait envie de se faire déradicaliser. C'était une période où, en réalité, pour le dire clairement, on était d'une naïveté assez crasse, parce qu'on pensait, vous savez, qu'une trajectoire d'un individu, c'était de se radicaliser, puis de se déradicaliser, comme si c'était presque un cycle naturel, vous voyez, quelque chose de presque logique. Ce dont on s'est rendu compte clairement, c'est que sur la radicalisation, et d'ailleurs, vous me rappelez, moi j'ai sorti mon premier livre sur la question il y a des années maintenant, on avait le Bataclan pas loin dans le rétroviseur, et je disais à l'époque déjà ça, c'est que c'était de la folie de vouloir penser ça comme ça, et ça s'est vérifié. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est rendu compte qu'on ne déradicalisait personne, qu'en tout cas, on avait affaire à des gens, quand ils ont radicalisé, qui le sont intimement, parce que c'est une foi religieuse, c'est une foi acquise, c'est une foi travaillée, avec beaucoup de folie, derrière beaucoup on va dire, d'acquaintances, de réseaux, etc. Mais vous voyez, il y a un tronc intellectuel, il y a un tronc presque éthique, j'allais dire presque idéologique, en tout cas, qui est extrêmement ancré, donc on ne déradicalise pas comme ça. Donc ce qu'on a fait, et là-dessus, l'état de droit a été réactif, en tout cas en partie, c'est qu'on a tenté de mettre en place un certain nombre de mesures issues de l'état d'urgence, notamment pour surveiller autant qu'on puisse ces personnes en général, les surveiller, vous savez, les assigner à résidence. Donc on a extirpé du droit exceptionnel ou du droit de l'urgence des méthodes qui sont devenues des méthodes normales ou légales pour permettre de contrôler, de surveiller. Et à mon avis, c'est ça la pente qu'on a prise, c'est que petit à petit, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui sont qui sont intimement radicalisés, qui ne vont pas se déradicaliser, il vaut mieux au moins tenter de les surveiller, les contrôler, les ficher, et c'est là où les RG, la DGSE fait son travail depuis des années, où les agents, la police, etc. sont sur le pont, je veux dire, on le voit chaque année. Et justement, donc on peut penser que l'état d'urgence, l'état de droit, pardon, n'est pas assez fort, ne répond pas assez aux exigences, notamment du terrorisme aujourd'hui en France. Donc vous nous dites qu'on est dans un état d'urgence permanent. L'état de droit, donc c'est sa seule façon de s'adapter à la menace terroriste, c'est d'être dans un état d'urgence permanent. Alors, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, j'ai toujours été un petit peu hostile. Je comprends votre expression, Corentin, elle est, mais je l'ai pas utilisée. Je pense que de parler d'état d'exception permanent, c'est, pour vous le dire clairement, c'est un lexique qui me semble pernicieux, parce que ça donnerait l'impression que que l'État n'a pas d'autre moyen finalement que d'intégrer des choses exceptionnelles dans l'ordre du légal, c'est-à-dire de devenir le contraire de ce qu'il est. Un État de droit, c'est un peu l'état normal des choses, avec, vous savez, le Parlement légifère, le gouvernement décide et les tribunaux contrôlent. Ça s'appelle un État de droit. L'état d'urgence, c'est des méthodes de facilité, d'accélération du temps pour que l'exécutif aille plus vite et qu'il y ait moins de contrôle des tribunaux. En gros, hein, d'accord, c'est caricatural, mais c'est ça. Or, je pense surtout que l'État de droit occidental a vécu une période dorée, une espèce vous savez, de folie furieuse, en fait, hein, de moment de paix qui a duré globalement des années 50 à aujourd'hui, où on a cru, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'Europe, vous savez, mais pas que, hein, on a cru qu'on aurait une paix perpétuelle, une espèce de stase. Vous voyez, le libéralisme a vaincu, la démocratie libérale va s'installer de façon presque planétaire. Nous n'avons pas vraiment d'ennemis par nature, mais des ennemis par degré. Et tout d'un coup, l'islamisme frappe et la France redécouvre qu'on a des ennemis par nature. Des gens qui veulent littéralement s'attaquer à des Français parce qu'ils sont français et également parce qu'ils sont juifs, catholiques, etc. Mais c'est une identité profonde qui est attaquée parce que nous sommes les ennemis des gens qui nous désignent comme tels. Donc, en fait, à mon avis,
savez, j'aime beaucoup cette phrase de Carl Schmitt. Hein, je peux me permettre de la citer sur cette antenne. Elle est reprise par des gens aussi sérieux qu'Alexandre Kojève, hein, qui est très loin d'être un schmittien d'extrême droite. Et Kojève avait fait sienne la maxime de Schmitt. Schmitt disait « Il n'existe pas de paix parce que la paix, c'est juste un intervalle entre deux guerres. » Je crois profondément à ça. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de redécouvrir que l'état de droit est faible, ou il était trop faible, parce qu'il n'est pas capable de comprendre que nous sommes non plus en paix, mais en guerre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a un logiciel de paix adapté à des temps de guerre. Et pour preuve, vous allez voir, vous pensez que je vais sauter d'un sujet à l'autre, mais pas du tout. Au moment même où Emmanuel Macron fait planer l'hypothèse d'une guerre, enfin, d'un déploiement des forces françaises en Ukraine pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, c'est exactement à ce moment-là qu'on lance le chantier sur la question de l'aide active à mourir ou de l'aide à mourir au sens, vous savez, du droit sociétal qu'on a lancé, qui a été lancé par Emmanuel Macron hier à 18h, d'après ce que j'ai entendu. Et je dis ça pourquoi ? Parce que penser des mesures sociétales, vous savez, comme l'aide à mourir ou mourir de la dignité ou la question de l'avortement inconstitutionnalisé, ce sont des questions qui se posent dans un état de droit qui n'est absolument pas en paix, qui est en paix. C'est-à-dire un état de droit, j'ai envie de dire presque bourgeois, qui n'a que ça à faire de se poser ce genre de questions. Oui. Et en même temps, à ce moment-là, on redécouvre la guerre qui frappe à nos portes, j'allais dire dans la France, dans l'hexagone de l'intérieur avec l'islamisme, mais également parce que des vraies guerres, entre guillemets régulières, sont en train d'avoir lieu. Je veux dire que ce soit en Ukraine, une guerre avec un nationalisme ukrainien, une question russe, et la guerre israélienne, où il y a justement la question islamiste via le Hamas. Donc on voit bien qu'on a l'état de droit, il a été pensé largement, il a été développé à une période où l'Europe et la France pensaient sincèrement et de façon complètement naïve qu'il n'y aurait presque plus jamais de guerre. On est obligé aujourd'hui de s'adapter, de taper beaucoup plus fort. Et à mon avis, la question surtout, c'est qu'on n'a toujours pas compris que ce n'est pas une question terroriste réellement à laquelle nous avons désormais affaire, c'est la question de l'islamisme plus largement, qui a notamment comme méthode la question terroriste. Parce que, voilà, ce que vous nous avez dit, c'est aujourd'hui, les méthodes, en tout cas la méthode des terroristes est différente de celle d'avant. Par exemple, donc on parlait du 13 novembre tout à l'heure, donc c'était un attentat organisé depuis longtemps. Là, aujourd'hui, on a affaire à ce qu'on appelle des loups solitaires, ce que nous expliquent les médias. Pierre Conessa, lui, parle de terroristes hybrides, on en reparlera avec lui tout à l'heure. Comment faire en sorte que ces personnes qui se sont donc radicalisées sur Internet, on puisse les surveiller et puis voilà, sans pour autant contraindre leur liberté, ce qui est compliqué. En fait, à mon avis, on peut pas demander. Vous savez, vous avez raison. On est passé d'une organisation terroriste ou des organisations à des. Alors moi, j'avoue, je ne sais pas. Vous aurez Pierre Conessa tout à l'heure, mais moi, j'ai toujours combattu l'idée d'un loup solitaire. Je trouve ça stupide parce que le loup solitaire, vous savez, on dirait, ça nous arrange tous le loup solitaire. C'est l'idée qu'on y a un individu tout seul dans son coin qui se réveille un matin et qui s'attaque à quelqu'un. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en réalité, c'est des réseaux, encore, je disais tout à l'heure, des accointances, c'est des paroles partagées, c'est notamment la fréquentation d'une mosquée, avoir des amis qui vous enseignent quelque part la chose. C'est parfois à l'époque une visite en Syrie, je veux dire, à l'époque où il y avait encore Daesh, enfin le Daesh triomphant, on va dire. Le loup solitaire, c'est trop pratique. Donc, en fait, on a toujours un facteur endogène, c'est assez puissant. J'aime bien l'expression que vous avez connue de Gilles Kepel de djihadisme d'atmosphère, parce que c'est ce bain dans lequel les djihadistes vivent, ou les islamistes, d'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait parler surtout de ça, mais bon, peu importe. C'est le bain dans lequel ils vivent, et c'est ce bain qui vient petit à petit contaminer tout le corps entier. J'ai envie de dire, vous voyez, c'est une métaphore simple, hein, mais un peu l'orteil, les doigts, le bras, la jambe, etc. Et à un moment, vous avez basculé. Ce moment de bascule, on ne pourra jamais l'enrayer. On peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je pense qu'un ennemi, c'est un ennemi. C'est-à-dire, je pense pas qu'un islamiste demain va devenir, vous savez, bisounours, un type tranquille et sympathique qui va rentrer dans sa coquille et qui va se dire, finalement, la France, c'est vachement bien. Je pense qu'on a d'autant plus qu'on a des questions démographiques désormais qui se posent et n'oublions pas, là-dessus, on a été d'une naïveté folle depuis des années. On a quand même les derniers sondages de mémoire. Les derniers sondages, c'est que 58% de la jeunesse musulmane
considère de plus en plus que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République. Hein. Ce qui veut dire que ce djihadisme d'atmosphère de Keppel, tout à fait pertinent, c'est qu'en fait, il y a un renversement de la question de la légitimité et de la légalité. Encore une fois, on en revient, vous savez, question de droit, d'État, etc. Donc, pour vous répondre clairement, je pense qu'on a des forces de police et des forces de l'ordre en général qui sont largement mobilisées. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas faire beaucoup plus. On a fait ce qu'on pouvait. Ensuite, on a mis en place toute une série de dispositifs comme les fameux MICAS, qui sont des dispositifs juridiques de maintien chez soi et d'assignation en résidence. Je pense que là aussi, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, je pense qu'en fait, il faut bien comprendre que là, il faut s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire à se demander si oui ou non on peut couper démographiquement la chose, si oui ou non il y a des reconduites à la frontière à faire d'urgence, si oui ou non l'étranger ou l'ennemi qui dispose pas de papier, il a quelque chose à faire, vous savez, aux quatre coins de la France, hein, c'est les attaques, vous savez, de Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. À chaque fois, c'est un type sous OQTF, je veux dire, dont on découvre qu'il avait rien à foutre en France depuis de longue date. Je pense que c'est sur ces questions-là qu'on a un vrai chantier à ouvrir. Et je vous rappelle, je veux pas taper sur l'Europe trop rapidement, mais tout de même, hein, rappelons-le, hein, je vous rappelle que en septembre 2023, c'est-à-dire hier, hein, la France a été condamnée par la CEDH, considérant qu'on ne pouvait plus rétablir les frontières et qu'on n'a plus le droit de rejeter à l'extérieur des frontières nationales un type qui viendrait sur notre sol sans papier. On est obligé d'abord d'épuiser les procédures, ce qu'on appelle la directive retour, ce qui veut dire l'accueillir avant de le laisser partir, avant de le forcer à partir. Et deuxièmement, la CEDH en 2022 avait condamné la France parce qu'elle refusait de rapatrier par principe les djihadistes partis faire la guerre en Syrie, les familles de djihadistes. Donc vous voyez, tant qu'on a des juges d'une naïveté crasse sur le rapatriement des djihadistes en 2022, hein, c'était hier, ou alors sur la question du maintien des frontières en 2023, très honnêtement, nous sommes officiellement cul nus face à ce genre de questions, tout simplement. Voilà, donc ce que vous nous expliquez, Guilain Benessa, c'est qu'à la fois la réponse pénale et juridique ne sont pas suffisantes, mais aujourd'hui, les fichiers S, on les connaît, on sait qui se radicalise. Notamment, on avait parlé à un moment d'échange de nationalité, mais donc pour les terroristes français ou pour ceux qui partaient en Syrie, ça, vous pensez que c'est une bonne mesure ou encore c'est toujours la même chose, ce sont des effets d'annonce pour ne pas répondre à la vraie racine du problème qui est donc ce que vous avez dit, l'immigration qui amène à une islamisation et qui peut amener à du terrorisme. Je pense qu'on essaye de déporter, et je dis ça, je suis désolé de radoter, je dis ça depuis des années, je ne dis pas qu'on ne fait rien, ce serait stupide de le dire et ce serait, vous savez, même un manque de respect pour les forces de l'ordre et pour cette batterie de gens qui essayent de nous protéger, je veux dire, depuis des années. Ce que je crois, c'est qu'on tente de remettre les clés du camion entre les mains des juristes en leur disant d'inventer de nouvelles procédures ou d'inventer des mécanismes factuels, de fabriquer des dispositifs pour tenter de contrôler, de surveiller, de ficher, de faire, en se demandant quand intervient le juge, est-ce qu'il est trop puissant ou pas. Pour moi, c'est pas le problème. Pour moi, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que la matrice, c'est beaucoup plus large. La matrice, c'est d'une part, plutôt Emmanuel Macron prépare une loi sur vous savez, la loi sur l'islamisme qui est devenue une loi sur le séparatisme, etc., etc. Au début, cette loi devait mentionner la question islamique, la question de l'islamisme dans la loi en tant que telle. Tout d'un coup, on a parlé de séparatisme et tout d'un coup, il n'était même plus question de faire un lien avec une religion. Donc, ça veut dire qu'en fait, on avait battu en retraite avant même de rédiger la loi. Deuxième exemple, sur toutes les questions effectivement de frontières, dont vous parlez à l'instant, sur toutes ces questions de frontières, en fait, c'est très simple. Gérald Darmanin nous a vendu une loi immigration il y a très peu de temps qui était supposée couper, on va dire, en tout cas, changer de logiciel. D'une part, le Conseil constitutionnel l'a taillé en pièces parce qu'en fait, le Conseil, sans le dire vraiment, applique les standards du droit européen, même si là, il l'a pas fait. Hein. Là, il a dit que c'était des cavaliers législatifs. Mais ça veut dire que le Conseil a tout cassé, hein, un tiers de la loi, et que de toute façon, je vous donne un exemple très simple, le pacte migration et asile que la France a signé le jour même de la signature de la loi immigration fait que demain, si nous refusons les demandeurs d'asile venus d'ailleurs, nous sommes condamnés à payer 20 000 € par tête de pipe, eu égard à l'application du droit européen. Ce qui fait que de toute façon, si vous voulez, il y a un robinet général qui n'est absolument pas contrôlé et qui au contraire est ouvert un peu plus tous les jours. Ce qui fait que ensuite nous discutons de dispositifs qui ne sont pas idiots en soi, qui peuvent
K1, KA, ci et là, servir à contrôler telle ou telle personne. C'est toujours mieux que rien. Ça pense la plaie, mais ça gère Ça pas. pense la plaie. Mais si on ne fait pas de lien entre les sondages dramatiques sur l'islamisation, entre la force démographique telle qu'elle va, entre l'ouverture des frontières et la question de Frontex, entre l'Europe et la France, etc., nous serons condamnés de toute façon à fonctionner par des petits trous que nous comblons sans jamais combler les cratères d'à côté, tout simplement. Et sans répondre à ce que vous disiez, donc au problème à la racine même. Merci beaucoup Guilain Benessa. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, et puis auteur de ces livres L'état de droit à l'épreuve du terrorisme aux éditions L'Artilleur, qui est toujours d'actualité, et puis Le totem de l'état de droit et Le référendum impossible, aussi aux éditions L'Artilleur. Vous étiez venu chez nous d'ailleurs pour en parler. Notre interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Merci à vous et à très vite sur notre antenne. Merci.